Il y a 3 millions d'années, Dinophélis. À cette époque, ton ancêtre s'appelait Australopithecus, un nom qui semble impressionnant jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'il signifie réellement. Singe du Sud. Environ 1,20 m de haut, une démarche à peu près debout, un cerveau 3 fois plus petit que le tien, vivant dans les savanes boisées du sud et de l'est de l'Afrique, et partageant ce territoire avec lui. Dinophélis, un nom qui veut dire chat terrible, et qui ne mentait pas. C'était un grand félin, un peu plus petit qu'un lion, entre le léopard et le jaguar, avec une particularité redoutable, des canines semi-allongées en forme de sabre. Pas les longs poignards d'un smilodon, mais assez longues pour saisir, maintenir et délivrer une morsure précise et mortelle à la gorge. Imagine un léopard légèrement modifié dans un seul but, tuer des primates de taille moyenne. Et on sait qu'il mangeait des australopithèques. Non pas parce que quelqu'un l'a observé, évidemment, mais parce que des paléontologues ont retrouvé, en Afrique du Sud, des crânes d'australopithèques percés de trous correspondant exactement aux canines de Dinophélis. Le félin s'asseyait sur leur tête et perçait le crâne d'un coup de mâchoire. Voilà la preuve médico-légale dont on dispose pour un événement vieux de 3 millions d'années. Fait intéressant, Dinophélis ne chassait pas au hasard. L'analyse de ces sites fossiles suggère une préférence marquée pour les primates et les babouins. Nos ancêtres n'étaient donc pas juste occasionnellement au menu. Ils en étaient presque le plat principal. La bonne nouvelle, toute relative, c'est que l'Australopithèque avait déjà commencé à réagir. Les mêmes sites de fouilles montrent qu'il commençait à vivre en groupe, pas pour la chaleur, pas pour la compagnie, mais parce qu'un Australopithèque isolé n'était qu'un simple encas pour Dinophélis, alors qu'un groupe lançant des pierres pouvait réellement le faire fuir. La coopération comme stratégie de survie n'est peut-être pas née d'un besoin de compagnie, mais du fait qu'on se faisait dévorer chaque fois qu'on en manquait. Il y a 1,8 million d'années, Crocodylus anthropophagus. À cette époque, ton ancêtre avait évolué. Homo habilis était sur scène. Cerveau légèrement plus gros, premiers outils en pierre, davantage de temps passé près des points d'eau, notamment dans les gorges d'Olduvai en Tanzanie. Le problème, c'est que ces points d'eau, dans l'Afrique préhistorique, étaient aussi le territoire des crocodiles. Pas n'importe lesquels. Une espèce précise que les scientifiques ont baptisée Crocodylus anthropophagus, littéralement le crocodile mangeur d'hommes. Ce nom n'a rien de théâtral. Quand des chercheurs ont fouillé les gisements fossiles d'Olduvai en 2007, ils ont trouvé des os d'Homo habilis et d'Australopithecus boisei, nos ancêtres directs, portant des marques de dents de crocodile. Et ces marques correspondaient précisément à cette espèce. Ils chassaient activement les hominidés au bord de l'eau, exactement comme le font encore les crocodiles modernes aujourd'hui. La méthode n'a pas changé en 2 millions d'années, parce qu'elle n'en a jamais eu besoin. Attendre sous l'eau, jaillir d'un coup quand quelque chose vient boire, l'entraîner sous la surface. Pour un humain primitif, avec des capacités de nage limitées, et pour seule arme une pierre taillée, une embuscade invisible représentait l'un des dangers les plus redoutables qui soient. Mais voilà ce qui rend cette période intéressante. Homo habilis n'était pas complètement démuni. Les preuves montrent qu'il était devenu plus prudent dans l'accès à l'eau que ses prédécesseurs. Pas question de foncer droit vers la rivière, mais d'approcher intelligemment, en restant hors de portée d'un prédateur embusqué à 2 mètres. Le crocodile ne testait pas leur capacité à résoudre des problèmes. Il testait simplement s'ils restaient assez longtemps au bord de l'eau pour se faire attraper. Il y a 500 000 ans, Pachyrhocutta, la hyène géante. Aujourd'hui éteinte, mais autrefois la plus grande hyène ayant jamais existé. De la taille d'un lion, avec des mâchoires broyeuses d'os proportionnellement encore plus puissantes que celles des hyènes tachetées actuelles. Et les hyènes tachetées modernes peuvent déjà briser un fémur d'éléphant comme un vulgaire biscuit. Pachyrhocutta les faisait paraître fragiles. Ce qu'elle faisait surtout, et c'est exactement là qu'elle devenait le problème spécifique de nos ancêtres, c'était du carognage. Mais pas n'importe lequel. Un charognage stratégique. Pachyrhocutta suivait des groupes d'humains primitifs, attendait qu'ils réussissent une chasse, puis les chassait de leur propre carcasse.
Ça peut sembler moins dramatique qu'une attaque directe. Ça ne l'était pas. Pour un groupe sans réserve de nourriture fiable, au-delà de ce qu'il chassait ou cueillait ce jour-là, perdre sa prise face à plus gros que soi signifiait tout simplement ne pas manger. Avec le temps, ce genre de pression est ce qui décime réellement les populations, pas les attaques ponctuelles, mais cette compétition permanente pour les ressources qui fait lentement basculer l'équilibre. Les registres fossiles de sites européens montrent des os d'Homo heidelbergensis directement traités par Pachyrhocutta, preuve que les hyènes ne se contentaient pas de voler leur nourriture, elles mangeaient aussi nos proches directement. Les sites d'Atapuerca, en Espagne, comptent parmi les exemples les plus étudiés. Plusieurs individus, des os fracturés pour en extraire la moelle. C'est aussi à cette période que nos ancêtres ont commencé à utiliser le feu de façon plus systématique. Et voici ce que presque personne ne souligne correctement à ce sujet. Oui, le feu réchauffait. Oui, il rendait la nourriture plus digeste. Mais l'une de ses fonctions les plus pratiques, la nuit, dans un territoire partagé avec des créatures comme Pachyrhocutta, c'était de tenir les grands carognards à distance. Le feu ne servait pas qu'à cuisiner. C'était une arme contre exactement ce type de concurrent. Nos ancêtres n'ont pas maîtrisé le feu uniquement pour la cuisine. Ils l'ont aussi maîtrisé parce que quelque chose d'énorme leur volait leur dîner, toutes les nuits. Il y a 48 000 ans, Panthera spelea, le lion des cavernes. Le lion des cavernes n'était pas simplement un lion sous un autre nom, c'était une espèce à part entière, plus grande que n'importe quel lion vivant aujourd'hui, taillé pour le froid glacial de l'Europe pléistocène, chassant mammouths, ours des cavernes et rennes à travers la steppe gelée, et chassant aussi des Néandertaliens. En 1985, un squelette de lion des cavernes presque complet a été découvert à Siegsdorf, en Allemagne. Des scientifiques l'ont récemment réexaminé et découvert quelque chose de nouveau, une perforation dans l'une de ses côtes, compatible avec une lance de bois. Ce lion avait été tué par un Néandertalien, poignardé par derrière, probablement pendant qu'il se reposait, une lance en bois plantée dans l'abdomen. C'est la plus ancienne preuve confirmée d'un ancêtre humain tuant directement un grand prédateur. Mais voici ce qui renverse toute l'histoire. Les mêmes sites de cette époque montrent aussi des restes de lions des cavernes portant des traces d'outils, preuve que les Néandertaliens les dépeçaient pour leur fourrure et parfois les mangeaient. Et des griffes de lions des cavernes retrouvées dans la grotte Einhornhöhle, en Allemagne, datées de 190 000 ans, portent des traces de modification. Elles étaient portées comme des ornements ou des trophées personnels. La relation à cette époque n'était donc pas simplement les humains étaient des proies, c'était bien plus complexe. Le lion des cavernes était assez grand pour chasser les Néandertaliens, et il le faisait. Mais les Néandertaliens étaient devenus assez habiles pour le chasser en retour. Ils vivaient en véritable concurrence, partageant le même territoire, les mêmes proies, conscients l'un de l'autre comme d'une menace réelle. Ce qui a mis fin à cet équilibre n'est pas une victoire unique. Le lion des cavernes s'est éteint il y a environ 12 500 ans, et la théorie dominante combine deux facteurs. Le changement climatique à la fin de la dernière ère glaciaire, qui a détruit son habitat, et la pression de chasse exercée par des populations humaines de plus en plus sophistiquées, devenues, pour la première fois, meilleures à ce jeu que celui qui les chassait. Pendant l'essentiel de l'histoire, l'avantage appartenait aux prédateurs. Il y a 12 000 ans, pour la première fois, il nous appartenait. Il y a 10 000 ans, jusqu'à aujourd'hui, le léopard. Les léopards chassent activement des hominidés depuis au moins 3 millions d'années. On le sait parce que certains des plus anciens crânes d'Australopithèques jamais découverts, y compris celui de l'enfant de Tong, l'une des découvertes fossiles les plus célèbres de l'histoire, cela porte des marques correspondant à des dents de léopard. L'enfant de Tong, un jeune Australopithecus africanus de 3 ans, a très probablement été tué par un aigle ou un léopard. Le paléontologue Lee Berger l'a confirmé en 2006. Aujourd'hui encore, les léopards tuent des humains. Et de façon plus frappante, ils continuent de cibler spécifiquement les humains endormis,
D'une manière, aucun autre grand prédateur ne fait autant. Leur capacité à transporter en silence une proie 2 fois plus lourde qu'eux jusqu'en haut d'un arbre, perfectionnée sur des millions d'années, à hisser nos ancêtres hominidés dans la canopée avant que quiconque ne vienne leur voler leur proie, est un comportement presque certainement affiné directement sur notre espèce. Dans certaines régions, les léopards restent aujourd'hui le prédateur le plus dangereux pour les communautés rurales. Pas les lions, pas les crocodiles, les léopards, parce qu'ils sont silencieux, nocturnes, patients et particulièrement doués pour chasser tout ce qui nous ressemble. Et voici la pensée pour conclure. Chaque animal de cette liste, Dinophélis, Crocodilus anthropophagus, Pachyrhocutta, le lion des cavernes, a disparu. Ils ne sont plus là. Nous leur avons tous survécu. Mais le léopard, celui-là même qui a commencé à nous chasser au tout début de cette histoire, est toujours parmi nous. Toujours en train de faire exactement ce qu'il a toujours fait. Nous n'avons pas survécu au léopard. Nous avons appris à vivre à ses côtés. Ce qui, selon la personne que tu es, peut sembler profondément humiliant ou légèrement terrifiant. La raison pour laquelle tu existes, c'est que tes ancêtres, quelque part au cours des 3 derniers millions d'années, ont survécu à la nuit alors que quelque chose faisait activement en sorte qu'ils n'y arrivent pas. Ce n'est pas une métaphore. C'est la raison biologique littérale de ta présence ici aujourd'hui. 3 millions d'années à être chassé, et te voilà arrivé au bout d'une vidéo YouTube. Honnêtement, tes ancêtres seraient fiers. Merci d'avoir regardé, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.